L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. Valérie Hayé, vous êtes députée européenne et vous êtes mayonnaise. Ce qui fait l'actualité, et particulièrement en lien avec la Mayenne, c'est ce vote du Mercosur dans quelques temps. Exactement, merci de votre invitation. Oui, le Mercosur qui fait parler de lui, pas depuis quelques jours ou quelques semaines, mais depuis quelques années maintenant, les négociations ont commencé il y a 20 ans. Et nous, moi depuis 2019, depuis que je suis arrivée au Parlement européen, j'ai la même ligne sur le Mercosur. C'est non. Pas d'accord en l'état. Je ne suis pas anti-commerce parce que je pense que nos filières, y compris les filières agricoles, elles ont besoin du commerce international et on a besoin de signer des accords de commerce, mais pas à n'importe quel prix. Pardon, est-ce que vous pouvez nous rappeler effectivement ce que ça implique et les conséquences dramatiques que ça pourrait avoir pour l'agriculture française ? Exactement. Donc en fait, l'accord avec le Mercosur, d'abord, le Mercosur, c'est les pays d'Amérique latine. Et en l'état, dans les discussions qui sont en cours, c'est énormément de viande bovine, notamment, qui arriverait sur le marché européen et à des conditions de production qui sont à milieu de celles qu'on impose à nos producteurs français et européens. Et donc, c'est inadmissible. Donc, nous, ce qu'on dit avec le président de la République, avec mes collègues au Parlement européen, c'est on n'est pas opposé par principe à l'accord avec le Mercosur, mais on veut des garanties. On veut des garanties que les accords de Paris sur le climat soient respectés. Et on veut des garanties qu'il y aura de la réciprocité. C'est-à-dire que les produits qui arriveront sur le marché européen, ils respectent les normes qu'on impose à nos producteurs. Aujourd'hui, on n'a aucune garantie de ça. Aujourd'hui, j'entends effectivement ça bruisse, mais du côté de la Commission européenne, on infirme, mais on ne confirme pas que ça avancerait. En tout état de cause, si demain il devait y avoir une signature, et je le redis, ça n'est pas acté aujourd'hui, si la Commission européenne décidait de signer, c'est sa responsabilité, effectivement, c'est pas la fin de l'histoire. Il y a un vote qui aura lieu au Parlement européen, et évidemment, on sera mobilisé si les conditions ne sont pas réunies pour s'opposer à l'accord. Quel est notre pouvoir d'abord à la Commission européenne et ensuite au Parlement ? Alors là, le pouvoir, c'est de la pression sur la Commission européenne, maximale, pour lui dire on a des exigences fortes. Respect des accords de Paris, réciprocité pour protéger nos producteurs. Il faut savoir qu'effectivement, il y a des rapports de force. La Commission européenne est aussi sous pression par des États qui disent « maintenant ça fait 20 ans et on veut conclure cet accord ». Donc la France bataille dur pour que ces demandes soient entendues par la Commission européenne, mais c'est aussi le jeu des rapports de force au Parlement européen. Donc maintenant, c'est pression maximale sur la Commission européenne. Si elle décide d'avancer, eh bien, il y aura le vote au Parlement européen, avec des équilibres qu'on ne connaît pas encore, puisque le Parlement européen a été élu, le nouveau Parlement européen, au mois de juin. On s'est installé en juillet, et on ne sait pas encore où sont les équilibres sur la question. On avait eu un vote sur le précédent mandat sur la question du Mercosur, et le Parlement européen, c'était serré, mais le Parlement européen s'était aligné avec la position française que l'on porte, c'est-à-dire pas d'accord en l'état, pas d'accord tant que le respect des accords de Paris et tant que la réciprocité sur les normes n'est pas assurée. Quels sont les pays qui, au sein de l'Europe, sont plutôt favorables à ce Mercosur ? Alors, je donne souvent l'exemple de deux pays. Il y en a d'autres, mais c'est l'Allemagne et l'Espagne, par exemple, qui sont très favorables pour des raisons différentes, parce que l'Allemagne est un grand pays commercial. Et puis, nous aussi, on est un grand pays commercial, mais en tout cas, il y a un push très fort de l'Allemagne. Et l'Espagne, parce que relation historique avec le Mercosur, les pays d'Amérique latine. Il faut avoir à l'esprit que on parle des accords de commerce avec le Mercosur. Il n'y a pas que des questions commerciales dans ces accords. En fait, c'est un partenariat plus grand, un partenariat politique, un partenariat économique, culturel. Et donc, il n'y a pas que ces éléments-là. Donc, par exemple, pour l'Espagne, il n'y a pas la priorité sur la question agricole. Ils mettent beaucoup la priorité sur la relation privilégiée qu'on doit avoir avec, à leur sens, avec l'Amérique latine. Donc, mais pour nous, Français, évidemment, on veut une relation privilégiée avec l'Amérique latine, mais on ne la veut pas à n'importe quel prix. Et la condition, c'est qu'on protège nos filières agricoles, évidemment. À quel moment, en fait, les accords de Paris pourraient être respectés dans la mesure où ce sont de toute façon des bêtes qui vont traverser l'Atlantique, où ce sont des bêtes qui seront élevées dans des conditions, on le sait quand même, très différentes de celles qui sont imposées en France, donc avec des atteintes à l'environnement assez fortes. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que ces accords soient respectés et donc que la France soit favorable ? Je vais vous donner un exemple parmi beaucoup d'autres, mais en plus c'est une loi qu'on a adoptée sur le précédent mandat au Parlement européen et qui doit s'appliquer très bientôt, c'est la lutte contre la déforestation importée. Typiquement, eh bien, il faudra s'assurer que les producteurs de bœuf brésiliens, ils ne produisent pas leur bœuf en dévastant des forêts. Et en plus que leur bœuf soit
pas des bœufs aux hormones ou qu'ils aient les mêmes contraintes et exigences sanitaires que nous. Voilà, c'est 2 exemples très concrets et on pourra en donner beaucoup d'autres. Valérie Hayet, le grand sujet d'actualité en France, c'est la dette. L'Europe exerce-t-elle une réelle pression pour la réduire, cette dette ? Alors, il y a des règles communes. Quand on a créé l'euro, on a adhéré à des règles communes et il faut qu'on les respecte tous. C'est une évidence, c'est un principe. Mais après, prétendre que l'Europe, tous les matins, sonnerait ou toquerait à la porte de la France en disant « c'est pas bien et on va vous punir », c'est les eurosceptiques, les anti-européens qui disent ça. On est avec la Commission européenne et le gouvernement est dans un dialogue avec un objectif de réduction des dépenses, des déficits et de la dette, avec un objectif qui est travaillé, négocié avec la Commission européenne et qui n'est pas un objectif simplement de réduction de la dette. On a aussi, puisqu'on a d'ailleurs réformé nos règles en début d'année, on veut aussi soutenir l'investissement. Et on demande notamment à la France et aux autres États de continuer à investir dans la transition environnementale, de continuer à investir dans la réindustrialisation dans les secteurs stratégiques. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. C'est dans l'intérêt des Français de réduire la dette, puisqu'on a un niveau d'endettement qui est très fort. Donc ça se fait dans le cadre d'un partenariat et d'un dialogue avec la Commission européenne et avec les autres pays. Vous voyez, quand on parle de l'euro, c'est une monnaie commune et ça implique des responsabilités partagées. Investir, par exemple, dans la réindustrialisation de l'Europe ? Exactement, c'est comment on fait revenir les usines sur notre territoire partout en Europe. En France, il y a déjà des usines qui ont été créées, notamment dans le nord de la France pour produire des batteries et des voitures électriques. Dans le sud de la France, en Isère aussi, ou à Toulouse, des usines pour produire des médicaments. C'est important pour notre autonomie stratégique, pour ne pas dépendre de puissances extérieures qui parfois nous menacent et qui ne seraient pas nos amis. Et c'est aussi important parce que ça crée des emplois. Donc là aussi, on a une capacité à agir en européen. On est beaucoup plus fort quand on investit à 27 avec une organisation sur le territoire européen de où pourraient être les industries stratégiques. Et puis on a une capacité d'investissement qui est beaucoup plus grande aussi. Un petit mot sur l'énergie, puisque forcément l'environnement durable est aussi, on parlait des accords de Paris tout à l'heure, c'est aussi un sujet de préoccupation de l'Europe. Donc la politique de l'environnement au niveau européen. Oui, alors on a fait beaucoup de lois, on a adopté beaucoup de lois sur le précédent mandat. Le pacte vert, ce qu'on a appelé le pacte vert, c'est plus de 70 lois qu'on a adoptées allant de l'économie circulaire, de la réparation des iPhones ou des machines à laver à la fin de la vente des véhicules thermiques neufs, en passant par le développement des énergies renouvelables. Donc c'est beaucoup de lois. Maintenant, c'est le temps de la mise en œuvre. On a fait beaucoup de législation. Maintenant, il faut accélérer sur la mise en œuvre pour assurer et réussir le tournant de la transition environnementale. Et l'accélération, c'est comment on aide les Français à engager la rénovation thermique de leurs bâtiments pour qu'ils soient basse consommation. Comment on aide les Français à pouvoir acquérir une voiture électrique à un tarif qui soit accessible, à déployer les bornes électriques partout sur le territoire. Donc il faut qu'on cravache parce que c'est maintenant que ça joue, parce que les Américains et les Chinois, eux, ils nous ont pas attendus, ils ont déjà engagé le tournant. Et si on le fait pas nous, on sera dépendant d'eux. Et puis c'est des emplois aussi, la transition environnementale, c'est aussi des emplois à la clé, donc il faut vraiment la saisir. Vous parlez d'électricité et du coup on peut revenir à l'énergie. Est-ce qu'on a la capacité ? Oui, alors on a une chance en France, c'est le parc nucléaire qui doit être rénové et sur lesquels on a déjà commencé à faire des investissements. Mais le nucléaire, c'est une énergie qui est produite chez nous, donc on ne dépend pas d'autres puissances, d'autres États. C'est une énergie qui est produite à bas coût et c'est une énergie qui n'atteint pas l'environnement, qui n'est pas néfaste pour l'environnement. Donc il faut accélérer sur le nucléaire, il faut accélérer aussi sur les énergies renouvelables. On a besoin des deux. Et donc le développement du photovoltaïque, le développement de la géothermie ou des éoliennes par exemple, on a véritablement besoin d'aller sur ces deux jambes-là. Valérie Hayet, on peut difficilement ne pas parler d'immigration puisqu'elle était un des thèmes de la campagne des dernières élections européennes. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur ça, est-ce qu'on progresse avec une politique commune ? Bien sûr. Sur l'immigration, c'est un défi européen qu'on doit résoudre en européen. On a voté au début de l'année ce qu'on a appelé le pacte asile et migration. En fait, il était en discussion depuis 10 ans, c'était extrêmement compliqué, on a réussi à aboutir. Et ça va changer la donne. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'une fois qu'il sera mis en œuvre, en fait, on aura des centres aux frontières de l'Union européenne qui seront là, qui accueilleront les migrants et on dira dans un temps record, très court, est-ce que vous pouvez ou pas accéder au territoire européen ? Si oui, si vous pouvez bénéficier du droit
droit d'asile, alors on vous fait entrer et on vous accueille dans les meilleures conditions. Si vous ne pouvez pas bénéficier du droit d'asile, eh bien on vous renvoie chez vous par bateau ou par avion. Ça paraît étonnant, mais ça n'existait pas jusqu'à présent. Donc il faut qu'on mette en place et qu'on mette en œuvre ces lois qu'on a votées. C'est pour moi la priorité des priorités. C'est des lois qui ont été adoptées à 27, avec les 27 États membres. Ensuite, il reste des trous dans la raquette, si je puis dire, notamment sur la directive retour qu'on doit remettre sur la table et pour s'assurer que les personnes à qui on dit non, eh bien, retournent véritablement dans leur pays d'origine. Et à mon avis, c'est les deux priorités. Mise en œuvre du pacte, les directives retour qu'on doit remettre sur le chantier, mais en aucun cas une énième loi nationale sur le sujet. En aucun cas une solution qui ferait qu'on demanderait à des pays tiers de s'occuper de notre politique migratoire. Vous pensez aux accords entre l'Italie et l'Albanie, par exemple? Exactement. C'est pas ça la responsabilité. Et moi, j'alerte les dirigeants européens et même les nationaux français et notre ministre de l'Intérieur sur des solutions qui paraissent comme ça assez simples, et je dirais même simplistes, et qui en fait n'en sont pas. Comment on peut imaginer rester maître de sa politique migratoire quand on se met dans les mains d'un pays tiers? Qu'est-ce qui se passe demain si, entre l'Italie et l'Albanie, il y a de l'eau dans le gaz? Donc, au-delà du fait que la solution, le modèle italien a été rejeté par un tribunal italien, et que par ailleurs ça coûte une fortune, et que pour moi c'est un vrai problème de souveraineté parce que l'Italie se met dans les mains d'un pays tiers. Donc c'est un modèle qui ne peut pas fonctionner, qui ne fonctionne pas et qui est à mon sens dangereux, et il faudrait que, je le redis, nos chefs d'État et de gouvernement et nos responsables politiques nationaux se focalisent sur une approche européenne, sur des solutions qui existent déjà et qu'il faut mettre en œuvre. C'est le pacte asile et migration. Le contrôle que l'Allemagne a voulu orchestrer de ses frontières extérieures au sein de l'espace Schengen, comment... Alors, l'espace Schengen, ce qu'on a voté avec le pacte asile-migration, c'est le renforcement des frontières extérieures. Et la force de l'Union européenne, c'est justement ces frontières intérieures qui sont ouvertes et qui permettent aux 500 000 Français, qui travaillent tous les jours ailleurs en Europe, qui vivent dans les zones transfrontalières, eh bien de travailler tous les jours, de passer la frontière allemande, franco-allemande, de passer la frontière franco-espagnole pour aller travailler tous les jours. Et ça, c'est vraiment un acquis européen, la liberté de circulation, et il faut qu'on la préserve. C'est pour ça qu'en renforçant le contrôle aux frontières extérieures, on se protège davantage. Et puis les États, la France l'a fait, l'Allemagne l'a fait, ont décidé temporairement, parce que c'est autorisé, de remettre des contrôles aux frontières. Je voudrais simplement vous dire une chose, c'est que la police allemande elle-même dit que c'est inefficace, que ça crée énormément de problèmes et que c'est inefficace. Non, c'est la solution européenne qu'il faut privilégier. On pouvait guère attendre une autre conclusion de votre part, Valérie Hayet, en tant que députée européenne. Merci à vous. Merci beaucoup.